C'est le plus gros incendie de l'été en France. Il a déjà parcouru 16 000 hectares et traversé 15 communes en moins de 24 heures. Il continue de progresser dans le département de l'Aude. Une habitante a été retrouvée morte dans sa maison. Le sous-préfet de Narbonne a également fait état de 9 blessés, dont un grave. L'incendie a détruit ou endommagé 25 habitations ainsi que 35 véhicules. Il a débuté mardi dans le village rural de Ribaute. Il a déjà ravagé une zone aussi grande que Paris, selon les autorités. Près de 2000 pompiers et 500 véhicules ont été mobilisés. Carcassonne a lancé un appel aux dons pour les pompiers et les sinistrés. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur se sont rendus sur place. François Bayrou a dénoncé une catastrophe d'une ampleur inédite, soulignant que cet événement est lié au changement climatique et à la sécheresse. L'Union européenne, quant à elle, se tient prête à venir en aide à la France si nécessaire. La Lituanie a demandé à l'OTAN de l'aider à renforcer ses défenses aériennes après avoir appris que 2 drones militaires russes avaient pénétré sur son territoire depuis le Bélarus le mois dernier. La ministre lituanienne des Affaires étrangères a déclaré mercredi s'être entretenue avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, au sujet de la sécurité régionale. L'un des drones aurait transporté des explosifs. Apžiūrėjus įrenginį buvo nustatyta, kad jis gabeno sprogstamąjį užtaisą, kurį Lietuvos kariuomenės specialistai sėkmingai neutralizavo įvykio vietoje. Nukenksminus sprogstamąjį užtaisą, skraidyklės dalys buvo išgabentos įvairiems tyrimams atlikti. Le ministre lituanien de la Défense a déclaré que le drone avait probablement été dirigé par la Russie vers Kiev, mais qu'il avait été désorienté par les défenses ukrainiennes. Il est donc probable que l'engin ait pénétré involontairement sur le territoire lituanien. Ce n'est pas la première fois que des drones de fabrication russe entrent en Lituanie en provenance du Bélarus. Obejmując z woli narodu urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Karol Nawrocki, soutenu par le Parti conservateur Droit et Justice, a prêté serment ce mercredi et devient donc le nouveau président polonais. La docteure en sciences politiques Ewa Marciniak explique que Karol Nawrocki se distingue par sa personnalité à l'opposé de celle de son prédécesseur Andrzej Duda. O ile raczej o prezydencie Dudzie można mówić, że to jest tak zwana psychologicznie miękka osobowość, tak o panu prezydencie Nawrockim raczej społeczeństwo mówi, że jest to twarda osobowość, że jest to człowiek, który twardo dąży do swoich celów. La Pologne entre ainsi dans une période de cohabitation. Karol Nawrocki a été très critique du gouvernement de Donald Tusk, assurant qu'il n'était plus possible de gouverner de cette façon. Będzie to taka permanentna walka na przewagi, kto kogo zapędzi w kozi róg, kto jakby wizerunkowo i politycznie wygra jakąś batalię. Cependant, la politologue souligne que Karol Nawrocki n'a jusqu'à présent occupé que des postes administratifs et est inconnu au niveau international. Kwestia braku doświadczenia politycznego. Nie będzie to łatwe zadanie, bo jednak prezydentami państw zostają osoby już doświadczone. Pierwsze ustawy, pierwsza wizyta to będzie coś, co otworzy i stanie się fundamentem wizerunku publicznego Karola Nawrockiego. Pendant la campagne présidentielle, Karol Nawrocki a été accueilli à la Maison-Blanche par le président Donald Trump. Il a également reçu le soutien du candidat d'extrême droite à la présidence roumaine, George Simion. Myślę, że ta pierwsza zagraniczna wizyta to będzie albo Watykan, albo Stany Zjednoczone. De nombreux sondages affirment que Karol Nawrocki bénéficie de la confiance du public, bien que cette popularité reste à confirmer. C'est une décision historique prise au Liban ce mardi. Au terme de plus de 5 heures de débat, le gouvernement réuni par le président de la République, Joseph Aoun, a lancé le processus de désarmement du Hezbollah.
Le cabinet du Premier ministre a également chargé l'armée de préparer un plan garantissant aux forces de l'État le monopole des armes d'ici la fin de l'année. Ce plan sera soumis au Conseil des ministres d'ici le 31 août pour être examiné et adopté. Cette décision intervient alors que Beyrouth subit des pressions internationales et surtout américaines pour désarmer le groupe islamiste, affaibli par 14 mois d'affrontements avec Israël et notamment depuis la mort de ses principaux dirigeants politiques et militaires. Le chef adjoint du Hezbollah, Naïm Qassem, a réagi dans la foulée en affirmant que le problème n'était pas les armes détenues par son parti, mais l'agression israélienne et l'occupation persistante de territoires libanais. Au lieu de fixer un calendrier pour le désarmement, le mouvement chiite a proposé de discuter du sort de son arsenal dans le cadre d'une stratégie de sécurité nationale. Le groupe, soutenu par l'Iran, réclame également un retrait d'Israël des 5 positions qu'il occupe dans le sud du Liban, l'arrêt des attaques et des bombardements israéliens et la reconstruction de tous les points détruits par les affrontements. Les autorités iraniennes ont exécuté par pendaison 2 hommes ce mercredi, accusant l'un d'espionnage pour le compte d'Israël, l'autre d'être membre du groupe État islamique. Les médias d'État affirment que Rouzbeh Vadi, l'homme ayant travaillé pour Israël, aurait fourni des informations classifiées au Mossad, le service de renseignement israélien, à propos d'un scientifique nucléaire. Ce dernier a été tué lors de la guerre des 12 jours déclenchée par Israël en juin. Selon les autorités iraniennes, Rouzbeh Vadi a rencontré les officiers du Mossad à 5 reprises à Vienne, où l'échange d'informations a eu lieu. La République islamique a déjà pendu 7 personnes accusées d'espionnage au cours de la guerre ayant opposé l'Iran à Israël, ce qui fait craindre aux militants que le gouvernement ne procède à une vague d'exécutions supplémentaires. Les autorités iraniennes ont également exécuté Mehdi Asgharzadeh, un membre du groupe État islamique, reconnu coupable de complot de sabotage, a rapporté une agence de presse du pouvoir judiciaire. L'homme aurait participé à un entraînement militaire en Syrie et en Irak, où l'État islamique a encore des bastions, avant d'entrer illégalement en Iran avec une équipe de 4 personnes qui ont été tuées lors d'un échange de tirs avec la sécurité iranienne. Téhéran a affirmé que les peines ont été confirmées par la Cour suprême iranienne et que les procédures légales ont été suivies avant l'exécution des 2 hommes. Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan il y a près de 4 ans, la situation des femmes est catastrophique. Selon un rapport de l'ONU, 80% des jeunes femmes sont exclues de l'éducation, de l'emploi et de la formation. Face à cet obscurantisme, certains décident d'offrir des cours en ligne aux Afghanes. Murtaza Jafari est l'un d'eux. Âgé de 25 ans, il a trouvé refuge en Grèce. Il dispense ses cours gratuitement depuis chez lui à Athènes. The problem is that in Afghanistan they are banned from the education, they cannot study, they cannot go and work outside. So I think this is the least that I can offer from my side as an Afghan citizen. À son arrivée en Grèce, Murtaza Jafari ne savait pas parler l'anglais ni allumer un ordinateur. Il a été formé à l'informatique dans un centre de réfugiés, puis a eu l'idée de transmettre ses connaissances aux femmes afghanes privées d'éducation. I do ask about their health, what they're doing, how is the situation in Afghanistan, about their life under Taliban restriction and rules. But I've never asked them to open their cameras or to share their profile, to share their image. I've never done it, and I don't want to do it because I respect their culture. It's our culture. But Une des étudiantes prend la parole. I believe the person should not be led by circumstance, but should grow and get their dreams through every possible way. Au total, 28 femmes bénéficient de ces cours en ligne. Murtaza Jafari les aide également à décrocher des stages et des emplois à distance pour des entreprises étrangères. Parviendront-ils à conclure un traité mondial pour mettre fin à la pollution plastique ? Réunis à Genève, les délégués d'une centaine de pays, dont ceux de l'UE, s'attaquent au problème à la source. Ils ambitionnent de fixer des objectifs contraignants de baisse de la production plastique. A l'inverse, les exportateurs de gaz et de pétrole, comme l'Arabie saoudite, l'Iran et la Russie, veulent se cantonner à la gestion des déchets et au recyclage. Well, some countries, of course, are worried about the financial implications, particularly if they're a country that exports a lot of oil and gas, which is the main carbon source for plastics,
Also, if they're a country that produces a lot of plastic products, they're concerned about the potential financial implications. There's a good number of countries, however, more than 100, who are aligned, already agreed on a high ambition treaty. La Commission européenne, qui participe aux négociations, plaide pour un traité qui encadre l'ensemble du cycle de vie des plastiques, de la production à l'élimination. Elle soutient également la suppression progressive de certains plastiques dangereux pour la santé et l'environnement. Le professeur de biologie marine appelle les négociateurs à agir afin de pouvoir regarder la prochaine génération dans les yeux. The plastic pollution is a global environmental problem. Plastic contaminates our planets literally from our deepest oceans to our highest mountains. It's present in Arctic sea ice right the way through to the equator. The microplastic pieces that I've spent much of my career working on are now present in the air we breathe, the water we drink and the food we eat. 460 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année. 81% des produits en plastique finissent en déchets en moins d'un an. Parmi ces déchets, seuls 9% sont recyclés, 20% sont incinérés, plus de 20% sont abandonnés dans la nature et près de la moitié terminent dans des décharges. Le temps presse, les négociations auxquelles participent les délégués de 176 pays membres des Nations Unies, des ONG, des scientifiques et des industriels se termineront le 14 août. La précédente session fin 2024 en Corée du Sud avait échoué à déboucher sur un accord.